Bienvenue dans le fond de la classe, le podcast qui questionne le système éducatif afin d'inspirer des pratiques qui font sens pour les enfants. Madame, vous avez pas les clés de l'école ? Voilà ce que m'ont lancé 2 enfants agrippés à la grille de leur cours de récréation. Cela faisait peut-être juste partie d'une super partie de chasse au trésor, mais n'empêche que ça m'a interpellée. Est-ce que les enfants se sentent enfermés dans les écoles, quelle que soit la pédagogie qu'on y propose ? Quel est l'impact de la présence des murs, des grilles, des barrières, sur l'autonomie des élèves, sur la relation entre les parents et l'école, ou encore sur la dynamique des groupes ? Et qu'en est-il des frontières et barrières impalpables, celles de la culture, des attendus, des préalables ? Est-ce que les barrières physiques de l'école n'illustreraient pas un entre-soi qui valorise certains savoirs, certains comportements et certaines cultures plus que d'autres ? Voilà autant de questions qui m'ont menée à la lecture de La joie du dehors, de Guillaume Sabin. C'est un essai vraiment passionnant qui témoigne de l'expérience de pédagogie sociale à travers le vécu des groupes de pédagogie et d'animation sociale des pédagogues des rues de Brest. Alors, c'est quoi la pédagogie sociale ? En très résumé, c'est l'accompagnement d'enfants et d'adolescents dans la plus grande diversité possible d'espaces sociaux pour leur faire expérimenter l'altérité et surtout leur faire saisir la relativité des différentes réalités rencontrées. Au-delà d'avoir pour particularité de se dérouler en dehors des murs habituels de l'école, cette pédagogie repose vraiment sur l'idée plus large de s'émanciper de l'arbitraire culturel communément admis dans les écoles. Et qu'est-ce que j'entends par l'arbitraire culturel communément admis ? En fait, cela renvoie à la notion d'habitus, popularisée par Pierre Bourdieu, un sociologue français, qui explique que l'habitus, c'est le résultat de l'influence de notre milieu social et familial sur notre manière de penser, d'agir, d'apprécier et de percevoir le monde. Donc en gros, notre habitus représente qui nous sommes en regard de notre éducation. Et selon notre éducation, on ne va pas avoir les mêmes références, que ce soit en termes de lecture, de saveurs, de coutumes, de modes vestimentaires. On aura donc, selon notre éducation et notre milieu social et économique, un habitus différent. Et le problème, c'est que l'école attend certains comportements, certaines manières, certaines références communes, qui représentent en fait l'habitus de la classe dominante. Certains élèves, dont le milieu social est proche de celui des enseignants, n'auront pas l'impression de passer d'un monde à l'autre en passant la grille de l'école le matin. Le pire, c'est que l'école en fait passer cet habitus des classes supérieures comme étant celui qui est légitime, valable et appréciable d'atteindre pour toutes et toutes. Du coup, elle nie le vécu et le cadre de référence des classes moyennes et populaires, et pour nommer ce processus d'exclusion, on parle de violence symbolique. L'école sélectionne donc les savoirs, les comportements qu'elle estime opportuns. Et peu importe les idéaux sous-jacents, qu'ils soient basés sur des valeurs d'émancipation ou au contraire de formatage, la logique de sélection est la même. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le premier épisode de ce podcast, mais on y discutait justement de la notion d'idéal transmis dans les écoles. Dans La joie du dehors, on peut lire que quand un idéal est visé, qu'il soit de nature conservatrice ou orienté vers le changement, il est préparé, et je reprends là leurs mots, dans un lieu clos, purifié de ce qui détournerait des objectifs visés, comme les mauvaises fréquentations, les lieux inopportuns, les savoirs inutiles. Donc en fait, ce qu'on dit là, c'est que quand un idéal est visé, qu'il soit sympa ou beaucoup moins, c'est toujours l'homogénéité du milieu qui est recherchée. La pédagogie sociale essaye donc de s'extraire de cette violence symbolique en sortant des murs de l'école et en partant à la rencontre de l'altérité. Après avoir lu cet essai sur la pédagogie sociale, une série de questions me sont venues à l'esprit. Pas tellement des questions sur la pédagogie sociale en tant que telle, qui est très bien expliquée dans le livre, mais plutôt sur l'importance des différentes problématiques qu'elle soulève dans nos écoles fixes, compartimentées, délimitées. Comment est-ce qu'on fait pour réduire la hauteur des murs symboliques ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les échanges entre l'école et toute la vie qui l'entoure ? Une de mes premières réflexions a été de me dire qu'une école à pédagogie active, de par ses outils, ses méthodes et sa conception de l'éducation, construit davantage le pont entre le dedans et le dehors qu'une école traditionnelle, et limiterait du coup la violence symbolique liée à ces barrières. J'avais donc envie de discuter avec une enseignante en pédagogie active de l'influence des frontières physiques ou symboliques de l'école sur les enfants et leurs apprentissages. Pendant mes recherches, je suis tombée sur le site du collectif Tous dehors, dont on reparlera plus tard, qui promeut des sorties scolaires en nature pour tous. Parmi la carte de ses membres, je tombe sur le profil d'Aurélie Boston, enseignante maternelle depuis 10 ans en pédagogie Freinet. Une enseignante intéressée par les pédagogies du dehors et exerçant en pédagogie active, j'avais trouvé à qui poser toutes mes questions.
Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans et ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans une petite école à pédagogie Freinet de Ouderghem à Bruxelles. J'ai fait donc d'abord mes primaires et mes maternelles dans une école à pédagogie aussi Freinet. Voilà. Après j'ai suivi un circuit qui est plus classique et à un moment donné, quand il est venu le moment de réfléchir à mon avenir, à ce que je voulais faire, c'était sûr pour moi que je ferais quelque chose qui a trait à l'enseignement au monde des enfants. Et déjà, je pense que la première petite pépite, c'est les souvenirs que j'avais de mes études à moi en pédagogie Freinet qui m'ont marqué et qui m'ont laissé un souvenir dingue. Et puis après, les raisons de ce choix-là, de mon parcours, c'est qu'en fait, ce qui me passionne, c'est le fait d'accompagner les enfants, de les voir, de les suivre comme ça, pas sur 1 an, mais sur 3 du coup, et de pouvoir voir un peu tous les possibles, tous les champs qui s'ouvrent chez eux, toute la maîtrise qu'ils commencent à avoir d'eux-mêmes, mais aussi de tout ce qui est possible dans une vie, de les voir grandir, de suivre vraiment leur épanouissement, et aussi à ma petite échelle de les épauler et de les aider vraiment à devenir, je dirais des citoyens à part entière, vraiment. Et ce qui me tient à cœur, c'est de les aider à développer comme ça un esprit critique et à exprimer vraiment ce qui est important pour eux, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils pensent en fait vraiment, et à les amener à avoir le maximum de cartes en main pour que plus tard ils puissent être autonomes, débrouillards, mais aussi qu'ils puissent être vraiment acteurs de leur vie et de la société qu'ils connaîtront à ce moment-là, en fonction des valeurs qu'ils portent, de ce qui les fait vibrer, quoi. Nous entendrons aussi Marie de Mulder, qui dans mon répertoire s'appelle Marie Magic, parce qu'avant de connaître son nom de famille, je connaissais sa page Facebook, Magic Mary, trucs et astuces pour petits génies. Parce qu'à la base, j'ai commencé comme ça. J'avais une page Facebook parce que je voulais un magasin. Mais les magasins virtuels coûtent moins cher. Un magasin où il y avait à la fois des choses pour les cancres et à la fois des choses pour les très bons élèves. Et donc c'était des bics où on pouvait mettre des trucs ou des gommes avec les tables de multiplication juste à côté des jeux pédagogiques. Et je voulais ouvrir un magasin qui soit vraiment comme une espèce de farfouille comme ça, avec comme dans Harry Potter, le magasin de farce et attrape, même ambiance comme ça. En fait, il y a quelques années, on s'était retrouvés à faire du covoiturage toutes les deux, et Marie m'avait parlé de son envie de faire une école dans un bus. Son idée est d'ouvrir des classes mobiles, décentralisées, pouvant accueillir une vingtaine de jeunes, comme alternative à l'enseignement traditionnel intramuros. Un bus réaménagé en espace d'apprentissage ferait le ramassage scolaire tous les matins, avant de partir en exploration des environs, et redéposerait en fin de journée chacun chez soi. Elle aimerait lancer un projet pilote en collaboration avec une commune ou une école secondaire, afin de pouvoir maintenir le projet dans le réseau public subventionné dans un premier temps. La particularité mouvante de ce projet, qui s'appelle le lycée Louis Orban, m'a semblé pertinente pour aborder la question des frontières de l'école et de la place du dehors dans l'apprentissage. Voici son parcours. Alors, je suis Marie, enseignante depuis 1 an, mais j'ai été vers cette voie par une voie particulière. Donc, à la base, je voulais étudier la physique. Je n'ai pas étudié la physique parce que j'ai trouvé que c'était plus agréable de faire la fête que d'étudier. Je regrette ça aujourd'hui. Mais donc, après, j'ai fait information communication et puis musicologie, qui sont des études qui ne mènent pas à grand-chose. Et pendant tout ce cursus-là, je suivais en cours particulier une jeune fille, qui à l'époque était une petite fille puisqu'elle avait 10 ans, mais je l'ai suivie jusqu'à la fin de sa scolarité, jusqu'à ses 18 ans. Et un moment, donc elle avait tous les troubles possibles et imaginables, on va dire. Elle était dyscalculique, dyslexique, dysorthographique, hyperkinétique, trouble de la concentration, etc., très douée en sport, etc. Et en fait, je lui donnais de la méthode de travail. Et donc, on faisait un peu chaque matière, mais c'était vraiment... Je lui disais, mais non, mais t'inquiète pas, c'est l'école qui va pas bien, c'est pas toi qui va pas bien. Et un jour, elle m'a dit, mais tu veux pas venir donner cours dans mon école parce que je pense que tu ferais ça bien. Et j'ai dit, ah ben en fait, peut-être que je ferais ça bien. Et je me suis rendu compte qu'on fait pas ce qu'on veut dans la vie, mais parfois on fait ce qu'on fait bien. Et donc, j'ai repris des études de prof. Je lui ai demandé de raconter comment l'idée de l'école bus lui était venue. J'étais en formation en pédagogie Freinet avec le mouvement éducation populaire. Donc c'est vraiment pas cher, c'est 1 semaine en été, je le conseille à tout le monde. Et je pense que c'est l'avant-dernier jour, ils nous ont demandé de dessiner notre classe idéale. Et ils nous ont regroupés par les primaires, les secondaires. Il y avait très peu de secondaires, et puis il y avait les outsiders. Donc il y avait
2 mamans qui venaient parce qu'elles étaient curieuses, et puis moi je venais parce que j'étais intéressée par la pédagogie Freinet. Et on s'est lancé, nous les outsiders, dans le dessin d'un bateau, un énorme dessin sur une page A3. On a fait un bateau, on a mis vraiment, on avait mal compris la consigne, je pense, en fait. Donc la classe idéale pour les profs, c'était je vais mettre un miroir, je vais mettre un petit bac à sable pour qu'ils puissent faire les lettres. Et nous, on est partis dans un truc, ok, mais nous, notre classe idéale, ce serait sur un bateau, et on aurait des poules, et on aurait un truc, et donc c'était complètement loufoque. Et tous les gens qui étaient dans le groupe secondaire, donc ils étaient 1, 2, 3, se sont greffés à notre groupe à nous. Et donc, en fait, c'est devenu plus qu'un bateau. On avait un vaisseau mère, et puis on avait des vaisseaux dortoirs autour. On en a fait toute une histoire, et c'était un peu notre rêve. Et un jour, j'étais dans la forêt avec des amis, et je me suis dit, mais en fait, si c'était dans un bus, je pourrais venir chercher les enfants et les redéposer le soir, et j'aurais pas tout ce problème d'intendance du bateau. Parce qu'en fait, sur un bateau, c'est un internat, et donc ça coûte très très cher. Ça sera jamais financé par le public. Donc, l'idée du bus était beaucoup plus faisable. Au début, c'était un bus rafistolé avec 3 profs hippies dedans qui font « Ouais, on va faire la fête, les amis, on va sortir des carcans scolaires, etc. » Au fur et à mesure, on a grandi, on a mûri. Et en fait, non, c'est pas possible de faire n'importe quoi dans un bus parce que t'as pas justement de cadre extérieur. Et donc, on en est venu à penser, d'ailleurs il y a le livre des Glénans qui est là, que sur un bateau, en fait, il faut de la discipline, mais que c'est pas une discipline contraignante, c'est une discipline qui permet que ça fonctionne. Et donc, c'est une autre approche de la discipline. Et donc, on a eu un projet qui était beaucoup plus structurant et cadrant, qui diffère en ça de tout ce qui est pédagogie Freinet habituelle. Et donc voilà, ça s'est un peu éloigné, mais comme il n'y a pas de mur, en fait, les limites doivent être intégrées par les élèves. Son projet se base notamment sur la pédagogie du mouvement, que je lui ai demandé de développer. La pédagogie du mouvement, moi je dis mouvement parce qu'en fait on bouge. Quand on est assis, 8 heures par jour sur une chaise, notre corps est immobile, notre esprit vagabonde, on n'écoute plus ce qui se passe, etc. Et donc le mouvement, c'est déjà l'école qui vient vers les élèves, elle vient les chercher. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment un acte d'accueil, quoi. On va chercher les élèves chez eux, donc il n'y a pas déjà d'errance possible sur le chemin entre la maison et l'école. Puis c'est aussi tout le monde qui est en mouvement ensemble puisqu'on se déplace, on va vers les lieux d'apprentissage, vers les personnes qui vont nous apprendre des choses. On choisit aussi, on fait notre programme ensemble. Donc le professeur propose en fonction du programme. Ok, qu'est-ce qu'on doit valider pour pouvoir avoir le jury central en maths? Bon, alors tout ça on peut le voir au niveau pratique, mais il y a quand même un moment où moi je suis pas mathématicienne, je vais buter, je vais pas savoir enseigner les intégrales. Enfin, si je revois bien mon cours, j'étais pas mauvaise en maths, mais je vais pas pouvoir donner plus que les intégrales. Or, quand on donne plus, on apprend ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut donner plus pour que l'élève retienne l'essentiel. Donc ça, évidemment, je sais pas le faire. Ok, on va programmer une rencontre avec un mathématicien, une conférence où il va répondre à toutes vos questions, préparer vos questions, etc. Et donc, c'est aussi le mouvement dans la tête des élèves. C'est eux qui vont vers le savoir, mais qui vont aussi vers les conférenciers. Et donc directement, on va aller vers quelqu'un, ils vont avoir 2 heures d'attention, ils auront préparé leurs questions, ils seront attentifs pendant 2 heures. Alors que tu peux donner 16 heures de maths, la même matière, ils apprendront rien. Parce que ce sera le vendredi après-midi, et que le vendredi après-midi, oh là là, on n'a pas envie. Et donc, ils programmeront ça aussi à une heure où ils seront alertes. Et donc, c'est aussi le mouvement dans l'horaire, dans le programme. On peut un peu faire comme on veut, bouger dans le programme en fonction du groupe classe. Et alors, c'est le fait que on a différents types de mémoire. Donc, on a mémoire auditive, mémoire visuelle, mais on a aussi la mémoire du corps. Et donc, quand on va visiter l'abbaye de Villers-la-Ville, en fait, de par le fait qu'on apprend en se baladant, en regardant, en fixant ça avec des expériences, en fait, on va retenir ça beaucoup plus longtemps parce que le mouvement du corps dans l'espace, c'est l'expérience de vie. Et du coup, on ancre les choses à l'intérieur de nous.
Alors que quand on est statique dans une pièce, on a soit la mémoire auditive, soit la mémoire visuelle, soit rien du tout parce qu'on n'est pas attentif. Et du coup, c'est plus compliqué. Et effectivement, il y a tout l'aspect sportif, parce que du coup, comme c'est une école qui est dehors, il faut beaucoup marcher, on va dans la forêt, on fait de l'acrobranche, on fait des parcours, on utilise ce qu'il y a autour de nous. Vous aurez remarqué que pour chacune d'entre elles, la source pédagogique à la base de leur relation privilégiée avec la pédagogie du dehors, c'est Célestin Freinet. Sans la faire trop longue, Freinet était un instituteur français qui, après avoir été réquisitionné dans les tranchées, revient dans sa classe affaibli physiquement. Ses poumons fragilisés le poussent à laisser les enfants prendre davantage la parole, à s'exprimer, à découvrir par tâtonnement expérimental, et il met un point d'honneur à l'entraide et la coopération dans sa classe. Il sera le premier à tenter une expérience non autoritaire dans l'école publique. Aurélie en parle beaucoup mieux que moi, je la laisse vous décrire son école et la posture de l'enseignant en pédagogie Freinet. C'est une école qui est un peu particulière dans le sens où l'extérieur a tout son charme, c'est-à-dire qu'on est juste à côté de la promenade verte, à 5 minutes, enfin pas très loin de la forêt de Soignes, et que on est juste aussi à côté du parc de la Wolu. Du coup, ça permet d'avoir un accès facile aux espaces verts. Et moi, dans ma classe, j'ai des enfants de 3 à 6 ans. J'en ai une vingtaine. Et à l'autre école, on fonctionne en multi-âge parce qu'on a fait ce choix-là dans le sens où dans quelle partie de la société est-ce qu'il y a un moment où on n'est que avec des personnes du même âge. Ça n'arrive nulle part, sauf dans les écoles. Et donc nous, on n'avait pas envie de ça. Et on voyait tellement de richesse dans le fait d'être avec des enfants d'âge mélangé, que en primaire, ils sont par classe, chaque fois c'est 2 années ensemble, donc première, deuxième primaire, troisième et quatrième, etc. Et en maternelle, il y a à ce moment-là 3 années. Donc moi j'ai des premières, des deuxièmes et des troisièmes maternelles. Et ce qui est particulier aussi à l'autre école, outre le fait que c'est une école qui est assez petite, parce qu'il y a que 9 classes en tout, ce qui pour Bruxelles est pas énorme, c'est qu'il y a un terrain d'aventure. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un terrain d'aventure ? En fait, il y a d'abord une première partie de cours qui est complètement bétonnée, avec les choses classiques, un module de jeu, un bac à sable, mais il y a une super petite passerelle qui amène dans un espace complètement boisé. Et ce que j'adore en pédagogie active, et en particulier en pédagogie Freinet, c'est que la posture de l'enseignant n'est pas du tout pareille. T'as vraiment une posture qui est spécifique aux autres, par rapport aux autres pédagogies, et t'as aussi une approche de tout ce qui est apprentissage qui n'est pas la même, qui part vraiment d'un savoir vivant, quoi, du réel, de la réalité de ce que vivent les enfants, et c'est toujours expérimenté en manipulant et en étant dans l'action. La posture de l'enseignant quand tu es en pédagogie active, tu vas beaucoup plus être dans un rôle d'accompagnant et de personne qui est là pour soutenir les enfants, pour les amener plus loin, pour les aider à se construire et à aller jusqu'au bout des choses, et vraiment en partant de leur intérêt, de leur projet, de ce qui leur parle vraiment. Et donc tu viens, toi évidemment dans ta tête d'enseignant, tu sais ce dont ils ont besoin pour plus tard leur parcours scolaire, qu'ils soient dans le classique ou pas, tu sais à quoi tu dois les amener, mais en fait c'est pas nécessaire d'y arriver par des leçons toutes léchées, toutes structurées. Il y a moyen de le faire en partant d'eux, de ce qui les intéresse, en partant de la vie, de la vraie vie. Et donc c'est plutôt ça, c'est arriver à capter ces moments-là. Et au début c'est pas facile parce que c'est vraiment un autre mécanisme, une autre position à prendre. Et donc au début moi j'avais l'impression que je passais à côté de tout, que mes collègues qui avaient beaucoup plus d'expérience rebondissaient. Je me disais mais moi jamais j'y aurais pensé, quoi. Et puis avec le temps en fait tu commences à t'affûter et à réussir à pouvoir dire oh là j'ai entendu tel truc, ou je vois qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, ça vaut la peine de rebondir, de proposer quelque chose, ou de voir un peu ce qu'ils veulent en faire, où ils veulent aller. Et c'est ça toute la richesse pour moi. Assouplir les barrières, c'est aussi faire tomber celles des âges. Au fond, pourquoi classer les élèves comme les bouteilles de vin dans sa cave, nous disait Véronique dans le premier épisode. J'ai demandé à Aurélie de nous parler de son expérience avec ce dispositif. Moi, je suis plus que convaincue parce que j'ai connu la classe avec une seule tranche d'âge, j'ai connu 2 années, j'ai connu 3 années. Et maintenant, je suis avec une classe avec 3 années. Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que les enfants peuvent être ce qu'ils sont à 100%, dans le sens où les plus grands
vont pouvoir se permettre de revenir à des choses que je fais des petits guillemets avec mes doigts, qui pourraient être considérées comme des choses, enfin des activités ou des centres d'intérêt d'enfants plus jeunes, et inversement, les plus jeunes peuvent aussi avoir accès à des choses qui seraient peut-être limitées dans d'autres cadres à des plus grands. Et ce qui est dingue, c'est que après 2 semaines d'école, moi-même en tant qu'instit, je me souviens pas qui à quel âge, qui est en quelle année. Et c'est ça la grande force, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, t'as une cohésion qui se fait un peu comme dans la vie extérieure, où chacun vit, chacun apporte ses choses, et tout le monde a des domaines à travailler, mais qui n'ont rien à voir avec leur âge, mais qui est juste, lui, par exemple, son petit défi du moment, c'est d'arriver à s'exprimer posément quand il y a un truc qui lui va pas. Lui, c'est la langue française, c'est pas encore top. Enfin voilà. Et donc je pense que le multi-âge permet juste de se rapprocher plus de la société, de ce qui se vit dans la vraie vie, quoi. Au début, ça fait peur. Moi, je sais que au tout début, quand je suis arrivée à l'autre école et quand on m'a dit, tu vas être avec des enfants de 2e et de 3e maternelle dans la même classe, moi, je sortais quasiment des études, pas loin. Je me suis dit, comment je vais gérer, comment je vais faire pour apporter des trucs qui vont enrichir les grands et puis en même temps les petits et arriver à gérer les différences d'âge, etc. Et en fait, c'est une question que très vite, tu te dis, mais en fait, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et quand tu le vis, moi, pour rien au monde, je reviendrai à la situation avant, quoi, la situation passée. Non, vraiment. Ça se fait, les choses se mettent en place naturellement, tu trouves des clés, et puis en fait, t'es pas seul à gérer ta classe. C'est, la classe, elle t'appartient pas, c'est la classe des enfants. Et donc, du coup, t'as les enfants qui s'aident entre eux, et donc, l'enfant qui se rend compte qu'un autre a une difficulté, quelle qu'elle soit, si lui, il maîtrise, spontanément, il va aider, et s'il le fait pas spontanément, il suffit d'un petit clin d'œil ou d'un petit geste en disant tiens, t'as pas envie, là moi je suis occupée, ou j'ai pas le temps, ou voilà, ça s'entretient, je pense. En fait, c'est la même chose que quand t'es face à une classe avec des enfants qui sont par exemple tous en 2e maternelle. T'as de toute façon des enfants qui vont être 5, selon les programmes, 5 stades plus loin, d'autres qui vont être 3 pas encore avant, d'autres qui vont être, ça dépend dans quel domaine. Donc ça, t'as d'office dans ta classe. Donc en fait, la différence, elle est pas énorme. C'est juste que tu dois arriver à te détacher du fait qu'ils ont pas le même âge. Ça dépend de l'individu en lui-même et pas du tout de son âge. Le mélange des âges est également le choix de Marie pour son école bus. Et en fait, les classes, idéalement, elles seraient multi-âges. Donc, pour qu'il y ait toujours des anciens qui puissent transmettre le patrimoine de classe et les valeurs de classe. Et la fierté du nom, etc. Et que les anciens, comme dans une patrouille scout, en fait. Pour moi, le scoutisme a beaucoup de qualités. Enfin, le scoutisme, les mouvements de jeunesse en général, qui sont ces collaborations entre les différents âges et donc les prises en charge, les responsabilisations des différents âges. En fait, c'est le même principe que la permaculture. Donc, il faut des arbres, et l'arbre, c'est le capitaine. Il peut faire de l'ombre à ceux qui ont besoin d'ombre et qui peut laisser ceux qui ont besoin de plus de soleil s'éloigner et peut-être prendre un peu plus la lumière tout en étant tout proche, donc en pouvant donner les nutriments par le sol. Oui, la nature, c'est toujours... pour moi, c'est beaucoup plus naturel d'apprendre de cette façon-là que d'apprendre de façon comme des monocultures, en fait. On fait des classes maïs, classes blé. Avant d'aller explorer les autres moyens de tisser un lien entre le dehors et le dedans, j'ai demandé à Aurélie de revenir sur les quelques particularités de la pédagogie Freinet. Une des premières que je pourrais dire, c'est que Freinet, il fait super fort à l'époque, et la pédagogie Freinet, en tout cas, fait attention à ce qu'il n'y ait pas de séparation, ou en tout cas le moins de séparation possible, entre le monde que vivent les enfants, dans leur famille, dans la société, etc., et le monde de l'école. Donc il essaie vraiment qu'il y ait ce lien-là, et nous, on travaille beaucoup là-dessus, en essayant qu'il n'y ait pas de séparation. Voilà. Alors à côté de ça, dans la pédagogie Freinet, par exemple, il n'y a pas de points. Ça peut, pour ceux qui connaissent pas, ça peut valoir la peine de l'entendre. Il y a énormément de manipulation, d'expérience. Donc on va essayer que tout ce qui est travaillé dans les classes parte déjà des enfants, de leur intérêt, de leur questionnement, et en fait, via ces projets proposés par les enfants, vont découler tous des apprentissages que toi, en tant qu'adulte, tu vois, et tu vas rebondir là-dessus pour les amener. Et en maternelle, en tout cas, il y a quasiment pas de ce qu'on appelle dans le milieu de l'éducation le papier-crayon, donc c'est-à-dire vraiment beaucoup de choses où tu as des feuilles photocopiées avec des exercices, etc. Ça, tu n'as pas, t'as ça très très peu aussi en primaire, t'en as, mais différemment amené.
Oui, et c'est quelque chose aussi, la pédagogie Freinet, où t'es beaucoup dans une vision autant du collectif que de l'individuel. Donc le collectif a sa place, le fait que le groupe fonctionne bien, donc on prend du temps pour ça, mais aussi que chacun se sente bien à travers lui, enfin à l'intérieur de lui-même. Donc il y a autant de place pour l'individu que pour le collectif, et il y a vraiment une vision de la société qui est oui, vraiment de dire ce que tu as besoin, d'être dans la relation, d'être dans une certaine bienveillance, une empathie, d'échanger, de dire les choses, de régler les conflits pacifiquement. C'est vaste. On pourrait parler de la pédagogie Freinet pendant des heures. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion de la frontière entre le dehors et le dedans. Tout d'abord, pourquoi c'est important de rendre les frontières perméables, de favoriser des allers-retours entre les deux milieux? Il y a une possibilité d'apprendre tellement plus quand on n'est pas dans un lieu clos. C'est-à-dire que dans le lieu clos, il y a c'est même une incitation à franchir les limites, à vouloir s'en aller, à vouloir s'évader, parce que pour moi la violence, elle est dans le fait qu'il y ait des murs. C'est complètement aberrant. Tu demandes à des hommes préhistoriques ou de l'Antiquité, et tu leur dis on a fait des écoles fermées, on a mis des gens, ils vont te dire quoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre là-dedans? Sinon, l'école serait un microcosme, tu vois, quelque chose de figé, de fermé, avec un peu une frontière entre là où on est à l'école et le monde extérieur reste à la porte. Mais il y a très peu de gens qui savent faire ça. Enfin, qui sait laisser son sac à dos derrière lui quand il rentre quelque part? C'est très très compliqué. C'est certainement pas quelque chose que j'aurais envie de demander à des enfants. Et donc, en pédagogie Freinet, on essaie vraiment, c'est ça un fondement clé, on essaye donc de faire le pont, le lien entre le lieu de vie et la classe. Ça, c'est la base. Et la pédagogie Freinet, elle fait rentrer la vie dans la classe, mais elle va aussi au contact de l'extérieur régulièrement. Et en fait, on va rebondir au maximum sur l'environnement familial et immédiat de l'enfant. Ça, c'est un peu la clé. Maintenant, je pense qu'il est toujours possible de partir du réel, de la réalité, et d'éviter cette barrière qui peut parfois avoir entre la société, entre la famille et entre l'école. Donc l'idée, c'est de la faire sauter au maximum, cette barrière. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que le contact avec la vie réelle, on s'entend, permet aux enfants de développer une lecture du monde qui les entoure, mais aussi de comprendre et de capter son fonctionnement, et d'avoir, oui, c'est ça, ces clés de décodage de ce qui se passe, de ce qui se vit, mais aussi de pouvoir rebondir sur ce qui soulève leur intérêt et de partir de leur curiosité naturelle. Donc ça, c'est la manière la plus spontanée et la plus facile et la plus naturelle, c'est vraiment de partir des enfants et du monde qui les entoure, et pas rester cantonné dans son école, bien que l'école offre plein de choses, mais je pense que la richesse, elle est dehors. Comment je fais dans ma classe pour ça? Il y a plusieurs outils que j'utilise. Il va y avoir les balades, quelles qu'elles soient, dans l'environnement immédiat, mais il va y avoir aussi des promenades avec un thème. Donc par exemple, il m'arrive parfois de sortir et d'être dehors et de demander aux enfants de repérer tout ce qui est mathématique dans l'environnement. Donc par exemple, on va remarquer qu'il y a des fenêtres qui ont une forme arrondie, d'autres rectangulaires, qu'il y a des chiffres partout, que ce soit sur les plaques des voitures, que ce soit sur les façades, bref. Et les enfants vont, dès qu'ils repèrent quelque chose, prendre une photo, et on va parfois s'arrêter au moment même pour en parler, pour discuter de ce qu'on voit, et parfois, à l'école, on regardera sur l'ordinateur de la classe les photos, et on verra un petit peu, on pourra rediscuter de tout ce qui a été découvert, et ça sert aussi de rappel, et, comme je le disais, de mémoire collective. Il y a donc ce côté-là, puis il y a aussi tout ce qui est questionnement ou projet sur un thème précis qui va nécessiter soit des rencontres d'experts, soit une sortie quelle qu'elle soit. L'enfant qui, par exemple, se demande où vont les poubelles une fois qu'elles sont sur le pas de la porte. Donc ça peut provoquer des rencontres avec des éboueurs, ça peut être en contact avec Bruxelles Propreté, enfin tout est possible. Ça peut être aussi des parents qui viennent animer des choses dans l'école, donc que ce soit le parent qui vient présenter son boulot, ou le parent qui utilise un outil ou un objet particulier que les enfants ne connaissent pas, et voilà. Il y a aussi les correspondants.
Alors, l'idée des correspondances, c'est d'échanger des courriers ou des mails avec d'autres classes. Donc, ça peut être des classes néerlandophones, ça peut être des classes qui viennent d'un autre pays, Afrique ou autre. Ça peut être aussi une autre classe de l'école. Dans les plus grosses écoles, parfois, ça se fait. Ça peut être aussi des correspondants d'un milieu autre que le nôtre. Donc, par exemple, d'un autre quartier de Bruxelles ou de la campagne. Et donc là, ça fait rentrer en plein d'autres réalités, quoi. Vraiment. À côté de ça, il y a aussi les textes libres. Donc l'idée des textes libres, c'est les enfants qui écrivent quand ils savent écrire. Sinon, chez les petits, comme dans ma classe par exemple, les enfants font un dessin et me dictent ce que je dois écrire. Et donc le principe du texte libre, c'est de faire d'exprimer ce que l'enfant a à l'intérieur de lui. Donc ça peut être sa créativité en faisant des histoires complètement imaginaires, mais ça peut être aussi partir de ses passions, il va raconter une de ses passions, ça peut être aussi raconter ce qu'il a fait le week-end, ou ce qui l'intéresse, ce qu'il questionne. Tout peut survenir, et donc ça permet, après il y a, parfois il le présente juste au groupe et ça s'arrête là. Parfois il y a un texte qui est choisi collectivement pour faire un travail dessus. C'est très très variable. Parfois il est juste dans le journal, dans une optique de le partager. Et il y a aussi bien sûr tout ce qui est exposition. Moi, la dernière exposition qu'on a faite, c'était par rapport aux pierres précieuses et semi-précieuses, parce que c'était la passion dans ma classe l'année dernière. Et donc, parfois, ces expositions, on les fait à destination des parents, parfois des autres classes. Et puis, il y a aussi les apports. Donc, ce qu'on appelle les apports, c'est des objets que les enfants peuvent amener tous les jours à l'école. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il va avoir l'enfant qui va amener une pomme de pin, par exemple, rongée par un écureuil et qui va la montrer en classe. Ça peut être aussi l'enfant qui veut présenter un livre qu'il a beaucoup lu et qui connaît par cœur et qui veut le présenter au groupe parce qu'il l'aime bien. Ça peut être l'enfant qui a un questionnement sur un animal et qui montre dans un livre documentaire la réponse à sa question. Ça peut être tout simplement l'enfant qui a pris le train et qui montre son ticket de train. Ça peut être aussi l'enfant qui a fait un moulin avant avec un morceau de bois, un morceau de papier et qui va le montrer en classe, et parfois ça va juste être déposé, mais juste partagé, mais parfois ça va aussi susciter l'envie, et à ce moment-là l'enfant va pouvoir passer dans un rôle qui est un peu d'enseignant, enfin en tout cas de quelqu'un qui maîtrise un savoir et qui peut le faire passer, et donc t'as parfois des enfants tout jeunes qui vont expliquer des choses à d'autres, plus grands ou du même âge, mais qui partagent son expertise à lui, et c'est franchement ça montre vraiment comme les enfants ont tous un potentiel dingue et qu'ils peuvent l'exprimer et le partager, et que c'est pas parce qu'ils ont 3 ans et demi qu'ils n'ont pas une expertise incroyable à faire partager. Les balades avec ou sans objectif prédéfini, les échanges avec les correspondants, la classe d'à côté ou l'école du coin, les présentations en classe à travers les apports, les expositions, le partage de ce que l'on a vécu à l'extérieur à travers le texte libre, ou encore l'invitation d'un expert en classe, sont autant de moyens de faire rentrer le dehors et de travailler à la perméabilité des frontières de l'école. Et qu'en est-il des sorties scolaires ? Aurélie m'a raconté une journée type de sortie en forêt avec sa classe. Elle s'y rend de manière régulière tous les 15 jours avec ses élèves. Toute journée qu'on passe en extérieur, ça commence par le trajet. Donc déjà le trajet il fait pleinement partie de la sortie. La sortie elle commence pas au moment où on arrive à notre endroit un peu boisé. Ça commence dès le moment où on se prépare dans l'école quoi, et au moment où on quitte l'école. Et donc en fait ce trajet, si toi et moi on le fait, ça met 5 minutes. Parce que c'est vraiment tout proche. Avec les enfants, c'est entre 1/2 et 1h30. Et ce qui est très très gai, c'est qu'en fait, c'est toujours le même chemin, plus ou moins, à quelques petites variations près qu'on prend. Et en fait, certaines fois, les enfants vont avoir très très envie d'arriver tout de suite à l'endroit où on passe la journée. Mais d'autres fois, ils ont envie de prendre le temps. Et en fait, on va s'arrêter. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'arrête, je m'arrête. Et on a aussi des arrêts fixes sur ce trajet qui ont été, et c'est ça qui est merveilleux, pas du tout décidés par moi, mais par les enfants, et que c'est une culture qui s'est propagée. Comme j'ai 3 années dans ma classe, en fait, les plus grands connaissent ou instaurent quelque chose, enfin une année, une classe instaure quelque chose, et puis ceux qui sont plus grands vont s'en souvenir, l'année d'après, et vont le faire passer aux plus jeunes, aux plus jeunes, aux plus jeunes, aux plus jeunes, et en fait, ça devient des trucs qui durent sur 5-6 années, parfois, et qui se perpétuent, alors que les enfants qui étaient, le groupe qui était à l'initiative de ça, sont maintenant en 5e primaire, quoi. Et donc, on a comme ça plusieurs arrêts tout au long du chemin, qui sont devenus donc des rituels. Donc ça, c'est juste pour le trajet. Après, t'as le moment où on arrive à notre endroit clé, et donc à ce moment-là, il y a toujours un moment
de grande liberté et d'exploration du milieu, parce que je pense fondamentalement que c'est important de laisser ce moment aux enfants pour réinvestir le lieu, pour y retrouver leur marque, parce que ce n'est pas comme la classe où ils vont tous les jours, qui est un endroit où ils sont comme chez eux, ils connaissent par cœur, parce qu'on n'y va pas assez souvent. Et je pense même en fait que si j'avais l'occasion d'aller tous les jours, je continuerais à garder ce moment-là, parce que c'est vraiment une manière aux enfants de se réapproprier l'espace. Après ce moment-là, il y a un moment de ce que j'appelle les ateliers libres autonomes. Tous les ateliers qui vont être proposés, c'est des ateliers qui viennent des propositions des enfants qui émanent du conseil. Et donc, pendant le conseil, il y a toujours ce petit moment où ils ont l'occasion de dire ce qu'ils ont envie par rapport à la journée forêt. Et il y a un moment où on va se regrouper et les enfants vont rappeler les possibles. Donc par exemple, généralement ils commencent par dire ce qui ne nécessite pas de matériel. Donc par exemple, là si on a envie, on peut grimper aux arbres, on peut faire des roulés-boulés dans la colline, on peut construire une cabane, on peut faire des potions magiques avec les éléments de la nature, voilà. Et puis après, ils vont rappeler ce qu'on a dans le caddie. Donc on transporte un caddie avec quelques petits du matériel qu'ils ont demandé, et donc ils vont rappeler qu'il y a les loupes, qu'il y a les pots pour attraper les insectes, qu'il y a aussi un peu d'argile qu'on peut mélanger avec de l'eau pour faire des maquillages ou pour peindre sur les troncs, qu'il y a les petites scies qui permettent de couper les branches mortes, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et généralement, la journée, elle va se terminer par un moment collectif, que j'appelle le moment un peu plus structuré. Alors, quand je dis plus structuré, c'est en fait on termine par un moment ensemble. Donc ça peut être juste les enfants qui ont demandé un conte, ça peut être aussi un jeu coopératif qu'ils connaissent déjà, ou ils ont envie d'un nouveau jeu et ils me demandent d'en trouver un et j'en trouve un pour ce moment-là. Et ça peut être tout simplement aussi un moment d'échange où on dit une chose qu'on a aimée, une chose qu'on aurait voulu, ce qu'on a préféré, enfin... Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent dans ma tête, j'ai plein de trucs en tête parce que voilà, le billet de l'enseignant, n'est-ce pas? Mais pour le cas où il ne se passerait rien, ce qui est complètement illusoire, hein, on est d'accord. En fait, c'est des routes de secours que je garde parce que ça me sécurise et que c'est utile. Mais maintenant, en vrai, je les utilise, mais pas parce qu'il se passe rien, mais c'est juste parce que je vais rebondir à quelque chose et je vais me dire, oh tiens, génial, Louis, il est en train de faire, de s'intéresser à tel petit insecte ou quoi, tiens, je vais sortir tel matériel. Ou là, ils sont super forts à jouer en grand nombre, tiens, je pourrais proposer une chasse au trésor, voir qui est preneur, qui n'est pas preneur. Enfin voilà. Mais c'est plus des ressources, quoi. Aurélie me disait aussi que souvent, elle entendait que l'enseignant qui va en forêt ne fait rien et se tient tranquillement les mains dans les poches. De même que dans le livre La joie du dehors, la légitimité des pédagogues de rue est souvent remise en question. Elle, pourtant, voit dans les sorties nature l'occasion de réaliser plus d'un objectif. Je trouve ça extrêmement enrichissant pour 2 raisons. Parce que, à moi, en tant qu'adulte, ça me permet de faire vivre d'autres réalités aux enfants. Et ça, c'est vraiment précieux. Par découvrir d'autres réalités, ce que je veux dire par là, c'est... permettre, oui, de vivre des choses qu'ils ne vivraient pas en classe ou à plus petite échelle, différemment, et surtout que y a rien à faire en classe. T'as le matériel qu'il y a dans une classe, t'as les jeux, t'as t'as tous les outils qui sont à leur disposition, mais ça reste du truc prévu pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire, hein? Quelque chose qui a été pensé par l'humain. Tandis que dans la nature, t'as la nature qui est face à toi, et donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre plus primaire qui ressort, plus naturel vraiment. Et ça permet aussi de découvrir les enfants complètement autrement. Donc de découvrir soit des nouvelles facettes des enfants, soit parce que inévitablement, l'humain a parfois un petit peu tendance à étiqueter, hein, même si en tant qu'enseignant t'essayes de lutter contre ça, malheureusement, voilà, c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, ça te permet de te dire, oh, dingue, celui-là, jamais j'aurais pensé que il aurait été tellement dans la coopération ou tellement audacieux, waouh. Enfin voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment plus facile à observer les petites démarches personnelles de chacun que dans ma classe, parce que t'as cette posture de recul où le milieu du dehors permet ça en tout cas, et donc ça te permet de dire, ah tiens, c'est intéressant, lui il va plutôt choisir ce type-là d'activité, ou tel autre enfant va réagir plutôt comme ça, et donc c'est très riche parce que du coup tu découvres les enfants, je pense aussi dans une globalité que tu as moins peut-être à l'école. On touche là pour moi au cœur de la pédagogie du dehors. Sortir des murs, c'est permettre de sortir des identités fixées, de voir chaque enfant avec un œil nouveau. En variant le milieu, on permet aux enfants de varier leur façon d'être et d'interagir avec le groupe. Et surtout, cela permet à l'enseignant
de changer de regard sur ses élèves. Et cela n'est pas négligeable, quand on connaît l'influence de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire l'effet que peut avoir sur l'attitude et le résultat scolaire d'un élève ce qu'en pense son professeur. Par exemple, un enseignant de mathématiques qui porte en lui le stéréotype que les filles seraient moins fortes que les garçons aura plus de chances de voir la moyenne des filles de sa classe baisser. Et cela s'applique aussi au cas individuel. Être persuadé que tel élève est incompétent et le restera, c'est le meilleur moyen que cela se confirme. On parle en psychologie sociale de prophétie autoréalisatrice. Dans cet exemple, les élèves auront tendance à se comporter conformément aux attentes qu'ils perçoivent les concernant. C'est pour cela qu'en tant qu'enseignant, faire le postulat d'éducabilité cognitive, c'est-à-dire se persuader que chaque élève a les moyens, les capacités de réussir, est très important. Avoir cette conviction intime influence le comportement de l'enseignant à l'égard de ses élèves, par le non-verbal, les regards, les sourires, les encouragements. On ne peut pas ne pas communiquer, dit l'un des axiomes de Watzlawick. Même si l'on ne dit pas ce qu'on pense, cela se ressentira autrement. Sortir des murs, c'est permettre de limiter cet effet. C'est donner une occasion à l'enseignant de voir que l'élève ne se restreint pas à ce qu'il pouvait penser de lui. La question de la fixation des identités dans les murs est un point que Marie a également abordé. La violence, elle est aussi dans les murs, puisque t'as un groupe qui zone près des toilettes, un groupe qui reste près des casiers, t'as celui du fond de la classe, celui de l'avant de la classe, et donc tu figes les rôles sociaux, tu enfermes dans les rôles sociaux, et donc même quelqu'un qui n'a pas envie d'être un harceleur, s'il n'a que ce choix-là, sinon il est harcelé, il va devenir un harceleur. Et d'ailleurs, il va délaisser totalement l'école, parce qu'il va se concentrer sur ce qui se passe là. Or, quand tu mets pas les murs, tu permets qu'il n'y ait pas de fixation du rôle social. Et donc, en fait, les ados qui sont toujours en train de se rechercher, ils sont gothiques un jour, et puis ils écoutent du reggae le lendemain, et puis voilà. En fait, ils ont l'occasion de s'exercer à différents rôles sociaux avant de peut-être trouver le leur et être bien là-dedans. Je me suis demandé à quand remontait l'enfermement de la transmission de savoir dans un lieu clos. Les hommes apprennent depuis toujours par imitation de leur père. Mais les premières formes d'enseignement instituées apparaissent déjà à l'Antiquité. Les familles les plus riches payent un précepteur qui vient enseigner à domicile ou envoient leurs enfants, et principalement leurs garçons, à l'école avec un pédagogue, qui est en fait un esclave instruit qui fait le chemin avec les enfants pour les déposer au maître. La classe se trouve sur le forum, qui est donc la place publique. On voit donc que l'enseignement, à ce moment-là, se trouve encore en plein cœur de l'activité sociale, en plein contact avec la vie réelle. Après l'effondrement de l'Empire romain, quelques-unes de ces écoles subsistent, mais elles disparaissent petit à petit pour laisser place à des écoles paroissiales, réservées à une élite dont l'unique but est de catéchiser les enfants, à des écoles cathédrales, pour former des prêtres, et à des écoles monastiques, pour les moines. Les niveaux dans ces écoles sont très variables et se limitent parfois simplement à reconnaître des mots pour pouvoir les chanter. Ensuite, au début du XIIIe siècle, apparaissent les premières universités. Les étudiants les plus pauvres se regroupent pour partager les frais de loyer, ce qui s'apparente donc un peu aux cotes actuelles, et ils en profitent du coup pour se faire réviser leurs leçons, ce qui forme les premiers collèges d'exercice. C'est au XIVe siècle que les collèges deviennent vraiment des lieux d'enseignement, et au XVe qu'ils acquièrent une organisation pédagogique, c'est-à-dire l'élaboration du concept de classe comme étant un groupe stable et régulier d'élèves face à un professeur. C'est à ce moment aussi que commence le morcellement du savoir en niveaux et années successives validés par des examens. Par contre, il y avait encore à ce moment-là une variété dans les âges au sein d'un même niveau.
Toujours au XVe siècle, pendant la contre-réforme de l'Église catholique, les jésuites mettent en place aussi un système de classes successives et même de matières successives, ce qui correspond à un découpage encore plus important des savoirs en unités séparées. C'est ici que commence la logique d'enfermement, notamment avec l'utilisation exclusive du latin, alors que son emploi diminue dans l'espace public. L'idée est vraiment de renforcer la coupure entre la vie réelle, du dehors, et l'idéal religieux, de l'intérieur du collège. L'objectif des jésuites n'est pas de former un élève à la société et à son émancipation, mais bien d'éduquer et de moraliser les individus à la conformité religieuse. Ensuite, au XVIe, XVIIe et puis XVIIIe, l'enseignement dans les collèges a continué dans la logique d'enfermement des jésuites, contrairement aux universités du Moyen-Âge qui étaient beaucoup plus ouvertes. On construit des murs, on prend les présences, on surveille les activités. Il en résulte donc une coupure à 3 niveaux. Premièrement, on sort de la logique de production, où toute activité doit être rentable, ce qui veut dire qu'on peut passer du temps pour juste étudier, on a le droit de faire des erreurs, cette coupure-ci étant plutôt positive. Deuxièmement, il y a une coupure par rapport au monde extérieur à l'école qui est considéré comme malveillant et ayant une mauvaise influence sur l'éducation des enfants. Et enfin, il y a la coupure de la langue, comme je l'ai déjà évoqué. Je laisse la parole à Aurélie qui donne son avis sur les objectifs premiers de la présence des barrières. Pour moi, les barrières physiques de l'école, ça va impacter, oui, en dehors de la sécurité, ça va donner, je trouve que ça donne une image de l'école comme étant un truc hyper fermé, un univers très très fermé, peu accessible, et comme s'il y avait bien des barricades et des frontières avec l'extérieur. Je pense que si elles sont là, c'est aussi pour permettre d'éviter de sortir des rails, d'éviter les distractions et de se focaliser sur ce que l'adulte enseignant veut inculquer. Je noircis et j'exagère un peu le truc, mais je pense qu'il y a de ça. Et je pense que ça peut donner aux enseignants, et moi y compris bien sûr, une sensation de maîtriser plus les choses. Et donc, par exemple, quand tu es face à une classe, il faut pas l'oublier, quand t'es enseignant, t'es face à entre 20 et 30 élèves quand même, à qui t'es censé apprendre 1500 choses, mais quoi qu'il en soit, t'es amené à espérer que ces 20 à 30 enfants soient concentrés sur ce que toi tu veux leur amener ou sur l'activité qui est face à toi. Mais bonne chance, vraiment, c'est du challenge. Et donc je comprends l'intérêt vraiment, et je vois l'intérêt des murs pour ça, parce que quand tu es dehors avec un groupe d'enfants et que tu veux juste, ne fût-ce que rappeler une consigne qui est la délimitation du terrain, juste pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui part à 5 kilomètres, mais t'en as un qui va voir qu'il y a une coccinelle à côté de lui et qui va du coup appeler le copain, ils sont 5 à regarder la coccinelle, et toi tu te retrouves avec 3 devant toi, voilà. Donc les barrières, je pense que ça permet de mettre des balises et ça permet aussi, je pense, une certaine uniformité. Ça permet d'uniformiser vraiment les choses. Comme, je trouve, là je mets les pieds dans le plat, mais bien, comme les horaires et le programme préétabli. Je pense que clairement là on parle pas de barrières physiques, mais c'est d'autres formes de barrières. Alors moi, le postulat que je fais, c'est que j'essaye au maximum que les barrières soient symboliques. Et je pars du fait que je me dis, je fais confiance. Je montre aux enfants que je leur fais confiance. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des gros loupés, ça n'évite pas le truc, mais je pense que c'est super important d'avoir des limites. Ça c'est clair, il y a aucune discussion pour moi à avoir là-dessus, mais elles n'ont pas nécessairement besoin d'être physiques. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits où, par exemple, il y a des lignes sur le sol, où nous, à l'école, on a des barrières, mais honnêtement, les barrières, c'est à mourir de rire, elles font 50 cm de hauteur, vraiment, c'est plus pour dire qu'il y a une barrière. Et l'enfant, il sait très bien, par exemple, quand on est en extérieur et que je dis, voilà, on va pas plus loin que le chêne et on ne dépasse pas la colline, ils savent très bien qu'il suffit qu'ils la dépassent. Je veux dire, il n'y a rien qui va se passer. Ils peuvent enjamber la ligne ou peu importe la limite. Mais l'idée, c'est que ça leur demande de la maîtrise d'eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dès le plus jeune âge. Alors après, je comprends qu'avec des super gros groupes, quand t'es à 50, ça devient plus compliqué, ou en ville, quand il y a de la circulation des voitures, c'est pas toujours gérable, ou quand t'as des groupes aussi qui sont plus compliqués, que c'est plus difficile à gérer, qu'à ce moment-là, tu peux dire, oui mais non, moi ça, je m'y risque pas. Mais moi, je pense vraiment que l'idée, c'est de partir d'un minimum de sécurité, vraiment, parce que tu fais pas n'importe quoi, c'est quand même tous des petits humains, voilà. Et donc un minimum de sécurité, mais une place maximum à l'autonomie de l'enfant. Tout ça en n'oubliant pas le cadre sécurisant, parce que je dis pas du tout qu'il faut pas de cadre. Loin de là, je pense qu'il est essentiel. Et par rapport à ces barrières, je pense que tu peux les faire sauter, même quand elles sont physiques, rien qu'en laissant, par exemple, les parents déposer leurs enfants dans la classe, quoi.
ou en venant dans la classe, mais de laisser les extérieurs venir. Voilà, je pense que tout se crée dans le lien. Les murs permettent donc, au-delà de la sécurité, le contrôle et la surveillance, avec comme objectif l'évitement de la distraction, pour uniformiser les têtes pensantes. Sont-elles vraiment pensantes, du coup ? Et au fond, la distraction, ce n'est peut-être pas un manque d'attention, c'est justement être très concentré, mais sur autre chose que ce qui est imposé. J'ai envie de rebondir sur la question de la confiance qu'a évoquée Aurélie, car cela rejoint 2 principes fondateurs de la pédagogie du dehors, évoqués dans le livre La joie du dehors. Premièrement, ne pas considérer la société comme malveillante à l'égard de l'éducation, ce qui remet en cause la conception largement partagée, notamment dans la pensée de Rousseau, pour qui l'homme n'est bon mais est corrompu par la société. Et le deuxième principe est celui de faire confiance a priori aux personnes et milieux rencontrés. Un bel exemple de confiance donnée aux milieux rencontrés est celui d'Aurélie qui demande à ses élèves de repérer tout ce qui est mathématique autour d'eux lors de leur promenade dans le quartier. L'environnement est ce qu'il est et il a toujours quelque chose à nous transmettre. Faire confiance au milieu, c'est aussi faire confiance à son milieu, celui juste au coin de la rue. Investir l'environnement familier est un élément cher à Marie aussi. Apprendre à se situer, donc trouver sa place, c'est aussi trouver sa place dans sa propre famille, son propre réseau. Quels sont les avantages de mon environnement familier, justement ? Est-ce que j'ai envie de mettre quelque chose en avant ? Donc par exemple, l'organisation des excursions. Qui a quoi comme ressources dans sa famille ? Bien une enquête, la rencontre d'un métier. Qui connaît quelqu'un qui fait un métier qu'on pourrait aller interroger et donc en fait, on valorise ce que l'ado a envie de valoriser et parfois il se rend compte qu'en fait il a de quoi valoriser alors qu'il n'y avait pas pensé et qu'il a toujours envié le cadre des autres. Et ce qu'on appelle environnement familier peut être très restreint. Et valoriser son propre milieu invite à vouloir le protéger, comme elles l'ont toutes les deux souligné. Il n'y a aucune volonté d'aimer sa terre si tu ne la connais pas. Et donc, l'idée, c'est de prendre des jeunes de tout lieu, même des jeunes des campagnes, par exemple, qui se disent « Ouais, à la campagne, c'est ennuyeux, moi je rêve tellement d'aller en ville. » Et donc, en fait, il y a un exode vers la ville, parce qu'il n'y a plus d'emploi dans les campagnes, parce que personne n'a envie d'y vivre aussi. Alors qu'en fait, si tu amènes les gens visiter la Belgique, ce qui se passe maintenant pendant le confinement, c'est magnifique la Belgique. T'as le descente de la Semois, t'as plein d'abbayes, t'as la mer du Nord, t'as Bruges, t'as Anvers, t'as l'Observatoire, t'as l'Eurospace Center, t'as tellement de choses à faire qu'en fait, peut-être que tu peux créer un lien d'amour avec la terre. Je pense qu'il faut aussi aimer son endroit pour s'y sentir bien. Et donc, une envie, moi j'appelle ça l'ancrage, une envie de défendre sa terre. Vu qu'on est en 2020, comment ne pas parler aussi de la préservation de l'environnement ? Et je pense vraiment que la sensibilisation au milieu est hyper importante et que je crois à cette parole qu'on entend beaucoup dans le mouvement Tous dehors, c'est le fait qu'on ne peut protéger que ce qu'on aime. Et je pense fondamentalement que les enfants, ils doivent être régulièrement en contact avec le monde du dehors, de manière à pouvoir l'aimer, être en confiance, s'y sentir bien, et que c'est ça qui permettra un plus grand respect de la nature, je pense. On peut se demander comment il se fait que la forme scolaire du type des jésuites, celle qui enferme, cloisonne et met à part de la société, soit celle qui est perdurée comme mode d'organisation pour préparer les enfants à cette société justement. Bernard Rey, professeur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles, fait remarquer que ce mode d'organisation est apparu en même temps que la conception de l'enfance. Au Moyen-Âge et plus tard encore, les enfants étaient très rapidement considérés comme des adultes. Ils étaient mis très tôt à contribution pour subvenir aux besoins de la famille. Cela se remarque dans les tableaux du Moyen-Âge où les enfants ont rarement un visage poupon. Ils sont plutôt représentés avec des traits d'adultes, si vous regardez bien. L'apparition de la conception de l'enfance, c'est donc l'apparition de leur protection, en les retirant du monde et en les installant dans les écoles. Et il y a là une part de vrai, notamment en repoussant l'âge du travail. Mais ce statut d'enfant est aussi accompagné d'une certaine dépréciation de l'individu en bas âge. On ne lui demande plus son avis, on lui impose en pensant savoir ce qui est bon pour lui. Est-ce que aujourd'hui, il serait pas temps de redonner plus de considération aux enfants ? Cela pourrait vouloir dire leur donner plus de place dans l'acte d'apprentissage, partir de leurs intérêts, de ce qui fait sens pour eux, ce que proposent déjà en fait les pédagogies actives, mais au-delà de ça, tisser des ponts, des liens, des rencontres entre le dehors et le dedans. Car si on veut préparer à la société qui advient, il faut permettre aux enfants de l'avoir rencontrée, vécue et questionnée.
Cela passe avant tout par la confiance en la richesse de l'environnement qui nous entoure, comme l'ont évoqué Aurélie et Marie. Ce mouvement de balancier entre le dedans et le dehors est plus que nécessaire si on veut une école qui fait sens pour les enfants. Je vous laisse avec Lénaïque au micro de sa maman, qui commence par nous expliquer à quoi ressemble la cour de récréation de son école. Il y a plein d'enfants, il y a des jeux, elle est très belle, et il y a des profs aussi. Est-ce que vous sortez souvent de l'école avec ta classe pour aller faire une visite en bus ou à pied quelque part? Oui, très souvent. Quand on a un projet, on y va. La dernière fois, par exemple, on avait été visiter un musée d'un écrivain, et je trouve que c'est vraiment très chouette parce que c'est créatif, et après, c'est des bons musées. Est-ce que tu trouves qu'on apprend de la même façon dans la classe que quand vous êtes en visite quelque part? Par exemple, en visite, t'apprends plus de choses, genre histoire et tout, des choses que tu savais pas auparavant, alors que à l'école, c'est plus mathématiques et tout, et puis c'est des choses un peu basiques dans l'école. Est-ce que tu aimes amener des surprises à l'école? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as amené l'année dernière, par exemple? En primaire, on n'apporte pas beaucoup de surprises, on n'apporte plus de surprises, mais sinon, la dernière surprise, c'était l'année passée, et on faisait notre pièce de théâtre sur l'Égypte, donc j'ai dû amener un livre égyptien. T'as amené quoi comme livre? Des contes des pharaons. Et ça servait à quoi? Apprendre plus de choses sur notre pièce de théâtre et comment on devait faire. Quel est ton endroit préféré au monde? Sur le terrain de foot, parce que là, je me libère, puis c'est mon activité de la journée. Et après l'école, ça me fait plus du bien d'avoir une activité et tout. Et puis j'adore le foot, donc voilà. Et aussi la maison, parce qu'il y a ma famille et tout. Et je me sens très bien aussi. C'était Le Fond de la classe, un podcast écrit et réalisé par Maëlle Cahan. Les arrangements musicaux ont été composés et enregistrés par David Cahan. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager à des amis. Merci et à bientôt!